Bienvenue à toutes et à tous à notre atelier Livre et Rencontre. C'est vraiment un vrai plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Jean-Paul Patac et de passer ce moment privilégié avec vous. Vous êtes un enfant du Béarn, de parents paysans, et vous revendiquez ce titre tout au long de votre existence, en revenant au pays et à sa terre, après avoir embrassé une haute carrière d'ingénieur agronome, en découvrant même, il y a plus de 20 ans, l'intelligence artificielle, dans le cadre de votre travail. Écrivain passionné d'histoire et de mémoire, Jean-Paul Patac, que nous avons le plaisir, je redis, de recevoir en cette fin d'après-midi, s'est distingué par sa capacité à explorer les bouleversements du passé à travers des personnages profondément humains. Sa trilogie historique qui nous réunit se démarque par sa richesse documentaire, sa force narrative et son sens du détail. En mêlant rigueur historique et souffle romanesque, vous nous conduisez au cœur d'une époque révolue, mais étonnamment actuelle. Vous nous invitez à réfléchir sur les enjeux qui traversent les sociétés d'hier comme aujourd'hui. Au fil des 3 volumes, vous construisez un univers dense, habité de destins croisés, où se mêlent lutte, espoir, héritage et transformation. Vos livres témoignent d'un immense travail de recherche, mais aussi d'une sensibilité d'écrivain qui sait faire vivre l'histoire de l'intérieur. Nous sommes très honorés de pouvoir échanger avec vous de votre parcours, de vos sources d'inspiration à la création. Ce soir, vous venez partager avec nous les coulisses de cette saga et la manière dont l'histoire inspire votre regard d'écrivain. Pour ma part, j'ai lu vos trilogies avec passion et je suis particulièrement sensible à la façon dont vous avez construit ces personnages, simples, mais profonds, humains, porteurs d'un destin extraordinaire. Alors nous allons, Nicole et moi-même, vous poser, si vous voulez bien, des questions à ce sujet. Voilà, on va vous soumettre à la question. Désolée, mais bon. Alors, la question... je peux dire un truc avant que ça démarre. Parce que là, je suis adoubé par l'intelligence artificielle. Vous me faites des éloges comme ça. C'est pas vrai? Et si? Oui, on l'a pas inventé, hein. Mais vous allez voir, enfin, on ne va pas parler de l'histoire, on parle de l'histoire en fait. Voilà. Vous allez vous présenter aussi. Et vous allez voir comment c'est plus simple. Voilà. Mais donc, pour vous dire, parce que c'est un peu énigmatique mon parcours, je dis 2 mots sur d'abord ma famille, parce que c'est quand même le centre de notre... De tout ce qui s'est passé, c'est quand même un cœur de famille. Donc je suis marié avec Monica, là, qui est la neurologue que vous voyez là au fond. Et voilà. Et nous avons 6 enfants. Donc voilà, un garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Voilà. Donc maintenant ils sont tous grands. La petite dernière vient d'entrer. Elle est en société avec ses grands frères, etc. Donc pour expliquer ce qui va suivre, mes racines sont paysannes. Donc notre famille est là depuis on ne sait plus combien. Les premiers écrits remontent de 1600 et quelques, mais il est probable que l'on soit là depuis bien avant. Donc nous avons vraiment une racine ici, et j'ai réussi à l'épouser, une demi-lituanienne parisienne. Donc voilà, ce qui fait que ça correspond à une loi génétique, plus la diversité génétique se construit comme ça. Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire. Et puis donc j'ai fait des études d'ingénieur, et ensuite j'ai eu l'opportunité de faire de l'informatique. Et il y a donc plus de maintenant 30 ou 40 ans, je ne sais plus. Et donc j'ai eu l'opportunité d'être parmi les pionniers de l'intelligence artificielle. Donc on est parti aux États-Unis pour être formé sur ce qui était à l'époque qu'une théorie. Les États-Unis avec une avance technologique qui nous a permis de monter une société dans laquelle que nous avons créé avec quelques amis, et donc nous avons travaillé en intelligence artificielle pendant 20 ans.
à peu près. Et ensuite, un hasard de circonstances, de vie, a fait que nous avions déjà 4 enfants, et nous avons décidé de revenir ici et de reprendre la ferme familiale. Donc un changement assez 180 degrés au niveau de... voilà. Et depuis, je fais agriculteur et j'essaie de devenir paysan, mais c'est un long travail. J'espère y arriver. Ça commence. Mais être paysan, c'est être de son pays. C'est-à-dire connaître suffisamment la finesse de ce qui fait son environnement pour être en harmonie avec lui. C'est le stade au-dessus d'agriculteur, si vous voulez. C'est le 8e dan de l'agriculture. Donc, il faut du temps, il faut aussi avoir, je pense, un peu des ancêtres, ça facilite. Cette longue chaîne de transmission vous permet de sentir votre pays suffisamment bien pour vivre en harmonie avec, et le cultiver, le sublimer. C'est un autre sujet. Bon, on va en revenir ce soir à l'écriture. Alors la question classique que nous posons aux auteurs que nous invitons, c'est comment vous en êtes venu à écrire, alors que vous avez une vie apparemment qui est bien remplie, qui est toujours très très bien remplie. Donc voilà, question. C'est très délicat de répondre, parce que en fait, vous voulez la vérité. Oui. En fait, c'est un fait, c'est une anecdote à la noix, mais c'est vrai. J'étais à l'époque, je travaillais sur 2 sociétés, et donc d'avoir des sociétés, ça demande. J'étais déjà agriculteur, mais donc ça demande du travail de papier. Donc j'étais dans le bureau, assis devant mon ordinateur, et je finissais des trucs comptables qui m'avaient assommé. Et je vous jure, j'étais là devant mon écran, j'avais fini, et là la porte s'ouvre. Et Monica rentre, elle me trouve là, l'air hébété, et elle me dit, et là elle me passe un savon, comme quoi je faisais plus rien, que je m'encroutais, etc. Et elle referme la porte. Voilà. Et moi qui suis d'un naturel plutôt docile, je me dis peut-être elle a raison. Voilà. Et alors, elle m'a dit, avant de fermer, tu devrais jouer du basson. Et alors, comme je suis à peu près capable de lire la musique comme un enfant de 5 ans, donc je me suis dit, je ne vais pas jouer du basson. Alors pour éviter le basson, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Et donc je me suis dit, le plus simple, ça serait d'écrire une petite histoire. Voilà. Et c'est venu comme ça. Voilà la vraie raison vraie. Elle est ici. La petite histoire s'est transformée en roman fleuve. Voilà. Après, oui, elle était fâchée parce que j'y passais trop de temps. Alors, vous écrivez des romans, pas n'importe lesquels. Tous vos romans sont inspirés par l'histoire. Donc, on voulait vous demander pourquoi l'histoire ? Y a-t-il un élément déclencheur ? Oui, l'élément déclencheur, c'est que j'avais pas le choix et je voulais éviter de jouer du basson. Et donc, si vous voulez, quand on se dit, je vais raconter une petite histoire, en fait, on ne parle bien que de ce que l'on a appris à l'école ou de ce que l'on est. Donc je me suis dit, je vais parler de ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis ? Je suis un paysan qui habite ici depuis longtemps. Et ça m'a donné l'idée d'approfondir, d'ancrer. Et puis l'idée, c'était un peu de découvrir d'où je venais. Donc dans cette idée d'être d'un pays, c'est important de savoir ce qui s'est passé avant. Ça aide à savoir pour quelle raison ce pays est ce qu'il est, et pourquoi moi et vous, on est ce qu'on est à cet endroit-là. Donc ça allait de soi, pour moi, que ça s'ancre dans l'histoire.
Alors vous avez répondu un petit peu à la question suivante que je voulais vous poser. Donc vos livres, cette trilogie se déroule donc au 8e siècle et elle se déroule donc au pied des Pyrénées en passant par Tolosa jusqu'à Carcassonne. Voilà. Donc je pense qu'effectivement ça confirme un petit peu ce que vous venez de dire, que vous cherchez un petit peu dans les temps anciens comment vos racines, quoi, comme tout le monde peut le faire. Voilà. Et donc, mais vous vous êtes intéressé aux Visigoths. Aux Visigoths, donc, qui ont traversé cette région du sud-ouest. Et on voulait vous demander pourquoi spécialement aux Visigoths. Et bon, si vous pouvez nous en parler un petit peu succinctement de ce peuple qui est fascinant, parce qu'il est vraiment très très lointain pour nous. Et voilà. Oui. C'est bon. En fait, il y a deux questions. C'est pourquoi cette époque et ensuite les Visigoths. Donc, pourquoi cette époque? Parce que, en fait, c'est un peu par lâcheté. Je me suis dit, tant qu'à faire l'effort d'abord, je dis, si j'essaie de développer de placer l'histoire dans une période que tout le monde connaît, ça ne va pas le faire, je ne suis pas assez savant. Donc je me suis dit, je vais chercher les temps les plus obscurs, les plus inconnus. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi le Haut Moyen-Âge, parce que jusqu'à la période romaine, fin de l'Empire romain, tout le monde est à peu près, il y avait des écrits, donc on sait de quoi on parle. Le Moyen-Âge, il y a de nouveau des écrits, et on sait de quoi on parle. Mais il y a un trou là de l'an 500 vers l'an 1000, où c'est une période vraiment très énigmatique. Et là, l'écrit s'est perdu, parce que c'est des royaumes barbares, et ce sont des barbares, donc ils n'écrivent pas. Donc plus personne n'écrit, et donc on sait très peu de choses. Et donc ça m'a intrigué. Et j'ai choisi une date au hasard, 7, 8, 9. Et je me suis dit, je vais partir de cette date. Et je suis tombé sur une époque extraordinairement riche, qui est effectivement très peu connue, mais qui est très déterminante pour ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment le coup de hasard, le coup de chance phénoménal. Et ensuite, donc l'avantage de faire appel à l'histoire, c'est que la moitié du travail est fait. C'est-à-dire que le cadre, vous avez déjà, si vous faites appel à l'histoire c'est génial comme énigme, comme tout ce qu'on veut. Enfin, il y a déjà, si vous respectez l'histoire, vous avez déjà la moitié du travail de fait. Au niveau imagination, vous avez beaucoup moins d'efforts à faire. Et je suis tombé, donc sur cette époque, il y avait ce peuple des Visigoths là qui traînait dans le coin. Et je suis tombé sur l'énigme du trésor des Visigoths, qui est très certainement le plus grand trésor qui a été amassé dans l'histoire, qui a été pillé. En fait, c'est un pillage consenti, mais ça a été un pillage quand même. Les Visigoths en 410 se sont présentés devant Rome parce qu'ils en avaient marre d'être trahis par les Romains avec qui ils étaient associés. Vous savez, les gens que Rome n'arrivait pas à dominer, il essayait de les associer. Et ensuite, il faisait un peu n'importe quoi avec. Donc, à force, les gens en avaient marre, ils finissaient par se retourner contre Rome. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Visigoths. Et les Visigoths, après trahison, un jour, Alaric, leur chef, marche sur Rome. Et là, il arrive devant Rome, il bat les légions romaines, et très certainement, il négocie le pillage contre la vie des gens. Et là, ils amassent un trésor fabuleux, parce que Rome était le collecteur de toutes les richesses du monde antique. Donc ils ont pillé l'Égypte, ils ont pillé le temple Salomon, ils ont pillé la Grèce, ils ont pillé le nord de l'Espagne, le nord de l'Afrique. En fait, ils avaient tout ramené là. Donc on parle de dizaines de chariots remplis d'or qui revenaient, qui ont été collectés par les Visigoths.
Et les Visigoths sont repartis de Rome, et ils sont venus, et ils ont toujours essayé de négocier pour être, ils n'ont pas défait Rome, mais ils ont essayé toujours d'obtenir le statut de fédéré. C'est-à-dire ils voulaient être reconnus comme un peuple fédéré, c'est-à-dire que leurs guerriers soient payés pour assurer l'ordre, si vous voulez. Le statut de fédéré, c'était ça. Ils voulaient être payés par Rome. Et donc Rome a fini par accepter, ça a été mouvementé, ça, les historiens pourraient en parler mieux que moi, mais disons, ils sont venus s'établir à Toulouse. Et Toulouse est devenue leur capitale. Et donc le trésor a été amené à Toulouse. Et les Visigoths n'étaient pas un peuple inculte, c'était un peuple de bâtisseurs. Ce sont eux qui ont bâti Toulouse, qui ont bâti Carcassonne, qui ont bâti Redae, qui est le nom de mon troisième livre. Donc c'était des peuples très loin, par exemple au niveau du développement intellectuel, très loin au-dessus des Francs par exemple. Donc, c'était un peuple qui était romanisé depuis longtemps, qui était entré en contact avec le monde romain à Byzance, enfin à Constantinople. Et c'est là qu'ils sont devenus ariens, c'est-à-dire de religion arienne. C'est pas c'est pas les ariens du nazisme. Hein. C'est une des variantes de la région catholique, ariens ou catholique. Ils se sont opposés, ils se sont tués beaucoup pour ça, parce que c'était important. Il fallait se tuer parce qu'on était ariens ou catholique. Voilà. Donc. Voilà l'histoire, c'est Alaric revient à Toulouse, enfin lui il meurt, mais c'est son successeur, il en fait Toulouse sa capitale. Le trésor est à Toulouse, on construit le palais des Visigoths, et jusqu'à ce qu'en 507, Clovis batte Alaric II, et à ce moment-là, Clovis se précipite sur Toulouse, espérant trouver le trésor, et il se trouve que la femme d'Alaric II s'appelait Théodigota, qui était une femme forte, qui était fille d'un empereur, prend le trésor, l'amène à Carcassonne. On sait que le trésor est amené à Carcassonne, Clovis suit le trésor, il met le siège devant Carcassonne, il pille la région, il fait tout ce qu'il veut, mais Théodigota avait s'appelé son père, qui venait, roi des Ostrogoths, enfin empereur, qui venait au secours. Et on sait que les Francs ont été sur le point de prendre la ville, mais ils ne l'ont pas fait. Mais les Visigoths en ont été tellement persuadés que on sait que la nuit, il y a eu des chariots qui sont venus vers le Grand Puy de Carcassonne et qui ont déversé quelque chose dans le Grand Puy de Carcassonne. Depuis ce jour-là, le trésor a disparu. Et à ce jour, on ne l'a toujours pas retrouvé. Voilà, donc j'avais trouvé l'énigme. Vous avez donc fait un énorme travail de documentation pour bâtir cette épopée, et nous voulions vous demander quelles sont vos sources, quelles ont été vos sources, puisqu'en fin de compte il n'y avait pas grand-chose. Comment avez-vous fait? Bien, alors il faut commencer petit. Alors je suis allé dans la bibliothèque de José Cabanis à Toulouse, parce que quand je livrais mes haricots, j'avais un peu de temps parce que quand vous livrez vos haricots, il faut savoir que vous finissez vers midi et demi, là où les boucheries ferment, et ensuite ils rouvrent qu'à 4h30. Et donc de midi et demi à 4h30, j'avais du temps. Donc alors je suis allé à la bibliothèque José Cabanis et j'ai pillé tous les livres qui concernaient cette époque-là. Voilà. J'ai pris un abonnement payant, et la bonne femme était désolée parce que j'étais le seul qui payait. Agriculteur, ça y était pas sur sa liste. Alors. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, donc mes sources sont Internet et des livres, et des sources recoupées finissent par sembler fiables.
Donc j'ai pu apprendre plein de choses sur les Visigoths. Et ce qui me rassure, c'est qu'il y a 2 ans, il y a eu une grande exposition à Toulouse sur les Visigoths. Ils ont sorti un gros pavé sur les Visigoths. Et tout ce que j'ai lu dedans confirmait ce que j'avais écrit. Donc je me suis dit... Voilà. Et ensuite, par contre, il y a une suite à cette trilogie. Il y a d'autres livres. Je ne veux pas vous effrayer. Non, ensuite, si vous voulez, c'est d'autres héros qui, eux, vont parcourir le monde connu à l'époque. Et donc là, je leur fais traverser la Francie. Donc ils partent de la zone occupée par les Arabes. Ils traversent la Francie, les pays germaniques, le Danube qui était tenu par les Avars, et ensuite qui vont à Constantinople et à Bagdad. Et donc à cette occasion, j'ai eu un coup de chance encore. Je suis rentré en contact avec des savants des pays de l'Est, enfin des historiens des pays de l'Est. En fait, il faut savoir que cette époque était très très mal connue, notamment sur les pays germaniques, parce que en Occident, tout le monde se satisfaisait du fait qu'on ne trouverait pas. C'est-à-dire tout le monde pensait qu'on ne trouverait jamais comment réussissaient à vivre les sociétés germaniques, les Avars, etc. Et à la chute du mur de Berlin, les savants des pays de l'Est se sont jetés sur la documentation occidentale à laquelle ils n'avaient pas accès. Et ils ont lu différemment les choses. C'est-à-dire, le peu d'écrits qu'il y avait, c'était des hagiographies, des récits de saints, de vie de saints. Et ils se sont dit, mais c'est peut-être pas si sot que ce qu'ils disent là-dedans. Et grâce à ces hagiographies, à des fouilles, etc., ils ont réussi à retrouver comment fonctionnaient ces sociétés-là. Et je suis rentré en lien avec eux juste au moment où ils débutaient ça. Et on a eu une correspondance et ils m'ont envoyé tous les articles qu'ils découvraient sur cette période-là. Maintenant, ils sont basés à Oxford et ils envoient donc, s'il y a des articles, ils me les envoient. Donc, c'est voilà mes sources pour la suite. Alors, on se demande comment vous avez façonné vos personnages comme Alvin et Hilde pour qu'ils soient crédibles dans leur époque et profondément humains. La différence du milieu entre un paysan et une noble damoiselle, ils n'appartiennent pas au même monde, leur rencontre est improbable, mais c'est ce qui en fait le moteur de l'intrigue. Oui, bon, l'histoire c'est ça, c'est un jeune homme qui est détenteur d'une icône et il ne sait pas ce qu'il a entre les mains. Enfin, c'est sa famille. Et donc, et ceux qui savent ce que représente cette icône essaient de la lui voler. Donc, il va rencontrer Hilde, qui est fille de seigneur. Et évidemment, ça colle pas parce qu'à l'époque, si vous n'étiez pas noble, vous n'aviez aucune chance d'épouser une jeune dame noble. Donc ça, c'est le cœur de l'histoire. Et il se trouve que cette icône, c'est la clé pour trouver le trésor des Visigoths. Et donc voilà, en gros, le schéma de sous-jacent. Voilà. Et après, comment ça se fait comment j'ai bâti ça parce que je suis persuadé que quels que soient les temps, quels que soient les âges, il y a toujours une prime à l'audace. C'est-à-dire que ceux qui osent rencontrent toujours sur leur chemin des gens qui sont très heureux de les aider. Et c'est pour ça que Alwyn va rencontrer sur son chemin des gens qui vont l'aider. Voilà. Et je pense que c'est tout aussi vrai il y a quelques années qu'aujourd'hui. Voilà. Pour témoigner
de ce qu'est la personne rurale, en fait, ou le paysan. En fait, ce que tu peux redire, c'est que finalement, le monde rural a évolué à partir de l'époque de la mécanisation et de l'époque de la chimie. Mais auparavant, les choses étaient fixées et reproduites. Et donc, si on peut se référer aux grands-parents de Jean-Paul, on peut avoir une image de ce qu'était le monde rural il y a très très longtemps, où une famille se suffisait en autarcie. Ah oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire, oui, quand je disais tout à l'heure qu'on ne parle que de ce que l'on connaît, je me trouve légitime à parler de cette époque-là parce que le système se reproduisait toujours un peu sur le même modèle. Si vous voulez, quand on demande à Jean-Pierre Rive qu'est-ce qu'il considère comme le principal événement du XXe siècle, il ne dit pas c'est la bombe atomique, il ne dit pas les guerres mondiales, il dit c'est la disparition de la paysannerie. Donc l'élément majeur du XXe siècle pour lui c'est ça. C'est-à-dire que jusque-là on a vécu sur un modèle qui se reproduisait toujours un peu pareil. Donc ça n'avait rien de difficile pour moi qui ai connu l'ancienne époque et la nouvelle d'imaginer avec un peu de recherche historique qu'est-ce que pouvait être la vie des gens qui vivaient à la campagne ou en ville à cette époque-là. Voilà. Oui, bon, pour en revenir à Alwyn, votre principal personnage, vous le dotez de qualités physiques et morales extraordinaires. Et à chaque fois, il se sort de situations périlleuses, armé simplement d'un bâton, c'est tout. Alors moi, ce bâton, ça m'a beaucoup impressionné. D'abord, il a été fabriqué par un vieux bûcheron, qui est un de ses voisins. Dans quel bois? Je ne me souviens plus du bois. C'est du... Alors, c'est bien plus qu'une arme. Parce que Alwyn, il peut se battre, bien sûr, mais il n'aime pas tuer. Et ce bâton, il devient un peu le symbole de sa détermination, de son courage. Il sait si bien s'en servir qu'il se sauve de beaucoup des attaques, et sans jamais tuer. Alors nous, on le voit, ce bâton, dans ce livre tout le temps, qui s'élève, c'est incroyable. Alors, on fait un peu plus 150. Ouais, c'est du néflier. Ah, voilà. Le néflier, oui, c'est un bâton, c'est un bois extrêmement dur qui était utilisé autrefois pour il est long et flexible et résistant. Donc c'est le bâton idéal pour combattre. Il y a l'if aussi dont on faisait les grands arcs, mais qui est plus flexible aussi, mais c'est du poison. L'if, c'est du poison. Les Gaulois empoisonnaient leurs flèches avec de la sève d'if. Voilà. Donc ça, c'est du néflier, voilà. Et il se bat avec un bâton parce que les armes, c'est pas sa culture. C'est ça, c'est pas ses sources. Donc il fait avec ce qu'il connaît. C'est un bûcheron qui l'aide à trouver son bâton. Et il est formé par un guerrier franc, mais c'est une histoire de formation. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, la formation du guerrier, c'était la guerre. Donc les nobles faisaient la guerre. Et les autres ne faisaient pas la guerre. Enfin si, les paysans faisaient aussi la guerre, mais les nobles étaient formés uniquement au combat. Et il faut imaginer l'époque où, en fait, ce qu'on apprenait à un noble, avant tout, c'était à tuer. C'était à effacer toute pitié. Il y a une petite histoire qui est, un jour, il y a le fils du roi qui est tout jeune, ils sont à côté d'une rivière, et il y a les guerriers qui réussissent à attraper un jeune faon. Et il lui amène au jeune roi le petit faon, et il prend un couteau, il lui plante dans le cœur, et tout le monde s'extasie. Ah, qu'est-ce qu'il l'a bien tué! Voilà. Donc, il faut se mettre pour comprendre l'époque, il faut comprendre que tout le monde était chrétien.
et que les nobles donnaient leur sang, c'était leur, ils avaient des privilèges, mais ils donnaient leur sang, et les autres, c'était le peuple. Donc ils allaient à la guerre aussi, ils devaient travailler, aller à la guerre, travailler, aller à la guerre. Oui, donc Alwyn a donc ses fameuses qualités physiques, une intelligence liée à une agilité et un art de l'esquive extraordinaire. Bon, il a été initié pendant une longue année par le noble Arnoul qu'il rencontre sur sa route et qui le recueille, parce qu'il est Arnoul et Alwyn plutôt, il se retrouve orphelin, 13 ans, il se retrouve orphelin, il fuit ses ennemis, ces fameux Visigoths qui veulent à tout prix s'emparer de cette icône qu'il détient et qui devrait les conduire au trésor, voilà, et donc qui en veulent à sa peau, voilà. Donc il fuit en chemin, et c'est comme ça qu'il rencontre Arnoul, et c'est Arnoul, ce noble Arnoul, qui accepte Alwyn lui disant non, moi je ne veux pas je ne veux pas tuer. Voilà. Donc il y a ses qualités physiques et ses qualités morales, puisqu'il ne veut absolument pas tuer. Il va apporter secours à plus en détresse que lui, il est intelligent, il est sensible, enfin il a plein de qualités. Et donc vraiment, moi je trouve qu'il a une stature de héros. Il est invincible, comme les héros. Et je voulais vous demander si c'était un parti pris de votre part d'en faire un personnage aussi positif. Ben, il faut reconnaître que oui. Oui, on ne peut pas faire autrement. On a la chance de ne pas voir la télé. Mais chaque fois que je regarde les infos, ça me déprime. Donc, on n'est pas dans un monde comme ça. Je vais vous raconter une histoire aussi encore. Quand je vais voir les commerçants à qui je livre mes haricots, je leur dis comment ça va. Et ils me disent ouh, ça va mal. Ouh, ça va très mal. Ouh, ça va mal. Ah bon, et qu'est-ce qui va mal? Eh bien, vous avez vu, là, il y a eu un attentat, il y a le chikungunya, il y a le trou de la couche d'ozone, ils en ont tué un, il y a eu j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est très, très, très préoccupant. Mais ici, comment ça va? Oh, ici, ça va. On voit toujours le négatif. Voilà. Donc, je voulais pas. On peut broder de façon cruelle sur l'époque, c'est sûr. Mais c'est un parti pris que de faire quelque chose de positif. Alors, c'est un peu Walt Disney, je suis d'accord. Mais je préfère faire ça que de. Bon, voilà, c'est un parti pris. Alors, il y a Alwyn. Mais il y a également des figures féminines qui sont très très intéressantes dans votre trilogie, et vous leur faites, je trouve, également la part belle. Donc on va commencer par Hilde, cette jeune fille noble, orpheline de mère, qui reçoit une éducation très libérale de la part de son père, noble, qui est intelligente, intuitive, qui va apprendre le maniement des armes avec les jeunes nobles qui sont du même âge qu'elle, voilà, qui est assidue à l'étude, parce que non seulement elle a une agilité physique elle aussi, mais elle a également une tête, voilà. Donc il y a donc Hilde qui est très très intéressante. Et ensuite l'autre figure importante, c'est Berthana. Alors Berthana, c'est le comte de Toulouse, Guillaume, donc, qui l'a fait venir à sa cour. Cette Berthana, elle est restée célibataire, ce qui n'est pas commun à cette époque. Hein. C'est une jeune femme, d'un certain âge, noble, et donc il a toute confiance en elle. Et quand il part à la guerre, sur les lieux de bataille, il lui confie donc les clés de la ville, de Tolosa et du gouvernement. Voilà. Donc il y a cette seconde figure, et en face, donc Hilde et Berthana, ce sont des Franques. En face, il y a trois femmes,
donc qui elles sont wisigothes. Voilà. C'est donc Mama Theodaganda, la plus âgée. Celle qui a un âge intermédiaire, c'est Lydie. Et la plus jeune, c'est Jeanne. Voilà. Donc là, on peut voir une symbolique, les 3 âges de la vie. Hein. Voilà, la vieillesse, l'âge mûr et la jeunesse. Et ces femmes wisigothes, elles sont tout aussi déterminées, prêtes à payer de leur vie le refus de divulguer l'histoire de leur peuple et l'histoire et le trésor. Donc, je voulais vous demander déjà dans cette société si les femmes avaient un rôle aussi important. Et également, vous choisissez des femmes, vous ne choisissez pas des hommes pour justement garder, être détentrices donc de la mémoire de ce peuple wisigoth. Voilà. Ça fait beaucoup. Bon, d'abord le personnage de Hilde. Hilde est franque et il faut savoir que l'éducation franque était très libérale. Donc je n'ai rien inventé, c'est jusqu'à l'âge de 13 ans, les filles et les garçons étaient élevés de la même manière. Donc il n'y avait rien de surprenant à ce qu'elles apprennent à se battre, etc. À partir de 13 ans, elles savaient se protéger, etc. Donc souvent, elles étaient séparées des garçons. Mais jusqu'à leur puberté, elles étaient vraiment éduquées de la même manière. Ce qui n'était pas tout à fait vrai chez les Wisigoths. Donc, Hilde, c'est la fille du seigneur de Béné-Arnoum. Béné-Arnoum qui a donné son nom au Béarn, qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui l'Escar. Et donc la ville de Béné-Arnoum a été détruite par les Vikings, parce que le gros problème après Charlemagne, c'est les Vikings qui ont tout cassé. Vraiment, eux, c'était des sales cornichons. Et donc ils ont remonté la Dour, ils ont remonté le Gave, ils ont brûlé, détruit tout. Et là où ils passaient, ils ne faisaient pas dans le détail. Voilà. Donc Béné-Arnoum a été détruite 80 ans après cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'on n'en entend plus parler. Enfin, maintenant c'est l'Escar et puis c'est Pau qui a pris le dessus. Voilà. Ensuite, Berthana. Berthana, c'est vraiment la sœur du comte Guillaume. Guillaume qui avait Guillaume de Toulouse, qui est enterré à comment ça s'appelle, à Saint-Guilhem-du-Désert. Voilà. Si vous allez à Saint-Guilhem-du-Désert, vous avez son gisant. Et Guillaume qui était le cousin de Charlemagne, du roi Charles, et qui s'est vu confier la gestion de Toulouse et de l'Aquitaine, parce qu'il y avait le fils de Charlemagne, Louis, qui était tout jeune, il n'avait que 5 ans à l'époque. Donc c'était lui le tuteur, et donc c'était Guillaume qui avait la haute main sur tout le sud ici. Et quand ils étaient comtes, alors les comtes, c'est pas il faut pas le voir comme les comtes du Moyen-Âge. Hein. Ça a changé au Moyen-Âge. Là, on est dans le haut Moyen-Âge. Les comtes, c'était un peu comme des fonctionnaires. Ils étaient payés par le butin des conquêtes, etc. Mais ils n'étaient pas propriétaires de leur fief. La notion de fief, de propriété, est apparue au Moyen-Âge, après Charlemagne. Si vous voulez, à cette époque-là, le comte n'est pas propriétaire de son endroit. Donc il gère le pagus, ça s'appelait un pagus. D'accord ? Donc Charlemagne a envoyé son cousin Guillaume gérer tout le sud. Et là, je sais qu'il avait une sœur qui s'appelait Berthana, et je l'ai faite venir à Toulouse, ça j'en suis pas sûr, mais voilà. Mais elle était très probablement, c'est possible, c'est-à-dire, alors, la place des femmes dans cette société, c'est paradoxal, c'est-à-dire que c'est un temps de guerre, donc en temps de guerre, les hommes prennent le dessus parce qu'ils sont les protecteurs. Donc l'urgence, c'est de protéger. Donc tout le reste passe après.
Et en temps de paix, c'est plutôt les femmes qui prennent le dessus, puisque c'est plus une affaire de gestion, etc. Donc, vous verrez si vous lisez la suite qu'il y a des femmes qui sont devenues tout à fait prépondérantes. Le meilleur exemple en est Irène, qui est une des personnages centrales de la suite. Irène, qui est impératrice des Romains, qui est devenue impératrice des Romains. Donc on peut devenir régente, on peut devenir impératrice, on peut devenir... on peut être très écouté. Quelques années après, on parlera de Hilde de von Bingen, qui était une... Hildegarde, pardon, de von Bingen, qui a depuis son monastère, elle est partie à pied pour engueuler le pape. Et le pape, il a fait profil bas, elle est revenue, et l'autre, il n'a rien dit. Donc, le rôle de la femme était... ce n'est pas comme plus tard au Moyen-Âge, quelque chose où l'emprise de l'Église a fait aussi qu'elle a été un peu rabaissée, mais à cette époque-là, ce n'était pas vrai. Voilà. Et la mémoire, pardon, pour finir, alors, l'histoire des femmes wisigothes, transmettrices d'histoire, si vous voulez, je l'ai fait. Le lieu de mémoire, tel que je l'ai imaginé, est imaginé. Mais ça n'a rien de farfelu, si vous voulez. Il est très probable que des gens comme ça aient existé. Des gens qui transmettaient le savoir, un savoir oral. Et donc il faut bien des transmetteurs. Et la femme c'est elle qui transmet. Donc c'était tout à fait... ça n'a rien d'impossible, même si c'est inventé. Alors, vive les femmes. Moi, je suis convaincue que ces personnages ont existé, parce que quand je l'ai lu, je me demandais bien si c'était du vrai, du faux, l'imagination. Et là, je suis confortée. Voilà. Je crois que... C'est à moi ? Ah non. Alors, au début du livre d'Alvin, il s'enfuit, vous l'avez compris, avec une icône précieuse. Alors, je voulais savoir, vous en avez déjà parlé, si c'était vraiment une source historique précise ou d'une idée purement romanesque. Je crois que vous avez donné la réponse. Cette icône, parce que dans le livre, elle est l'axe central de la trilogie, cette icône qui voyage de main en main et qui se perd, qui se retrouve. Elle était en possession des parents d'Alvin. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que Alvin est témoin de la mort de sa mère qui est tuée. Oui. Pour l'icône aussi, ça va de soi, si vous voulez. Si quelqu'un a dû mettre des secrets quelque part, l'icône est l'endroit idéal, puisque tout y est symbole. Une icône, ce n'est pas une peinture, c'est une écriture. On écrit une icône, on ne la peint pas. Donc, si vous regardez une icône, si vous ne connaissez pas les symboles, vous n'y comprenez rien. Donc, l'icône est l'outil idéal pour transmettre des symboles secrets. Donc, je suis parti de cette hypothèse-là. Voilà. Et après, c'est imaginé quand même. Halloween, donc toujours lui, de ce long parcours, il fait beaucoup de rencontres et dont notamment de moines qui l'ouvrent petit à petit au monde de l'esprit. Alors on trouve que ce personnage est porteur d'une symbolique forte. Non seulement il a une puissance physique hors norme, mais il entame une recherche spirituelle qui le conduit dans un autre monde. On peut voir également dans cette trilogie la lutte du bien et du mal, une symbolique de la lutte du bien et du mal. Que pensez-vous de cette analyse ? Ben oui, c'est clair, c'est la lutte éternelle, hein, donc du bien et du mal. Après, il faut savoir que
tout le monde ne voit pas les choses de la même manière selon l'endroit où il est né. Par exemple, on verra dans les pays germaniques, là, ils avaient pas du tout la même perception. On est imprégné de culture chrétienne, donc pour nous ça va de soi, cette lutte de bien humain. Mais vous verrez dans les autres livres que selon sa culture, on voit les choses très différemment. Les pays germaniques, avec leur panthéon, avec Wotan, Phèdre, Thor, etc., ne voyaient pas du tout les choses sous cet angle-là. Mais il y avait des religions qui le voyaient comme ça, notamment les chrétiens. Et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de la religion des Égyptiens, qui se rapproche énormément de la religion des chrétiens, puisqu'on peut estimer, même si c'est une religion polythéiste, que c'est plusieurs facettes en fait d'une religion monothéiste. Et donc j'ai trouvé très intéressant de faire ce parallèle dans cette trilogie. Donc sachant que le trésor a très probablement embarquer des choses qui venaient d'Égypte, c'est plus que probable que ces choses n'ont jamais été retrouvées, donc c'est qu'elles sont toujours cachées. Si on l'avait retrouvé, on en aurait des traces. Un sarcophage à figure d'or, ça se perd pas facilement. Voilà. Donc voilà. Et après le cheminement d'Halloween, ben c'est un cheminement tout à fait logique, c'est-à-dire il va se retrouver avec c'est un cheminement où il va être aidé. Je lui fais rencontrer des personnes qui vont l'aider. Un guerrier qui va l'apprendre à se battre et des moines qui vont lui dire écoute, réfléchis aussi. Et qui vont lui faire des épreuves, des épreuves. Vous verrez si vous lisez le livre. Voilà, il se trouve dans des endroits un peu stressants, mais il s'en sort. Et ça va lui permettre d'essayer de répondre à ces questions essentielles que tout le monde se pose, hein, d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là, est-ce que je suis sorti de rien, de quelque chose, etc. Donc, et à l'époque, c'était la logique des choses, tout le monde était chrétien. Donc, ne pas se poser ces questions, c'était pas logique. Mais il y avait toujours, pareil, des niveaux. Il y a toujours des niveaux où on se dit je fais ce qu'on me dit, je crois au bon Dieu comme ci, comme ça, j'applique, et puis voilà. Et puis il y a quand on commence à se poser des questions, on progresse. On fait les choix que l'on veut, mais voilà. Donc ça n'a rien d'absurde que Halloween, dans ce contexte-là, qui est surtout que les abbayes étaient naissantes. C'est vraiment l'époque où les abbayes naissent. Donc ils s'en créaient un peu partout. Donc les lieux de fondation de l'Europe, c'est les abbayes, vous le savez. Hein. Donc c'est pour ça que le christianisme a été le vrai ciment de l'Europe et de notre civilisation. Hein. Et donc, mais c'est à cette époque-là qu'elle se fonde. Donc là, on avait de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Mais il est au moment où ces abbayes se fondent, donc il n'y a rien de surprenant, c'est qu'ils se retrouvent dans des abbayes. Voilà. Oui, donc il semble que cette symbolique là qui vaut pour Halloween, vous la transposez au reste de la société visigothique de cette époque. Les Visigoths qui ont donc perdu leur royaume et comme ils ont été, comme vous l'avez dit, vaincus par les Francs, hein, par Clovis. Et donc, on a l'impression que ce sont les moines et les femmes de mémoire qui prennent le relais et qui assurent la pérennité de ce royaume perdu, en transmettant l'histoire de leur peuple. Donc, c'est un petit peu le monde de l'esprit qui se retrouve, malgré ses pertes, malgré la perte d'un royaume, l'esprit sort vainqueur de cela, et c'est effectivement
Et donc il continue à perdurer au travers de ce que transmettent ces moines, au travers de ce que transmettent ces femmes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cela. Oui, c'est tout l'enjeu. Il va découvrir donc que ce trésor est toujours caché. Et dans l'histoire, j'essaie de montrer, là c'est des hypothèses, par quel miracle il a pu être caché. Donc, et sur quelle base il a été caché. Et donc le beau n'étant jamais loin de l'esprit, il va progresser, il va découvrir, enfin je ne vais pas vous dire l'hypothèse que j'ai faite dans le livre, mais vous en direz ce que, si vous le lisez, ce que vous en pensez, mais ça n'a rien d'absurde. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse n'est pas du tout absurde. Et je pense même que c'est ce qui s'est passé. Mais je n'en suis pas sûr puisque je n'ai pas encore retrouvé le trésor des Visigoths. Alors nous sommes un peu curieuses, Nicole et moi. Alors si vous voulez bien répondre, seulement si vous voulez bien répondre, vous voulez savoir si vos personnages qui ont une présence très humaine dans vos livres ont été façonnés à partir de figures de votre famille ou bien nés de votre imagination. Dur. Non, c'est quand même très imaginé. Quand même. Bon, non, je ne me bats pas si aisément. Non, c'est quand même imaginé. Je suis au regret de paraître moins fort que c'est la réalité. Voilà, non, c'est imaginé. Alors, je crois. On va maintenant. En petit commentaire, je vais dire que mon beau-père, donc l'agriculteur Abel Patak de Gers, quand il lisait, qu'il voyait tel ou tel personnage, retrouver complètement un ouvrier de baraque, etc. C'était essentiel. Et il retrouvait ce qui avait sens pour lui. Donc je pense que c'est une inspiration assez. Et nous, on pensait que vous étiez un peu Hilde quand même. J'ai du mal à relire le livre pour ces raisons-là. Alors nous avons terminé nos questions, mais je suis sûre que vous en avez à poser. Ah, Eliane. Comme ça. Alors, je n'ai pas lu votre livre, mais d'après votre récit, les questions qui ont été posées, est-ce qu'on peut considérer que le parcours de Hilde, c'est en fait un voyage initiatique? D'Alwyn et de Hilde, oui. Oui, enfin, si. Est-ce que ça peut être considéré aussi comme un roman initiatique? D'après ceux qui l'ont lu, oui. Voilà. J'ai pas beaucoup de recul. Je l'ai fait en auto-édition. J'ai jamais pris le temps de trouver un éditeur parce que j'ai pas le temps. Et je l'ai envoyé à 2 éditeurs qui m'ont dit que c'était pas leur tasse de thé. Et donc j'ai arrêté là. Mais au début, on est tout feu tout flamme. Je me suis dit, en allant vendre mes haricots, je vais le proposer à des. Voilà. Donc, et j'en ai vendu 2000 comme ça, voilà. Mais non, mais c'est pas bien. Mais le problème, c'est que j'avais même pas le temps d'aller chercher les sous. Donc, il y a voilà. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit ça, oui, que c'était une sorte de voyage initiatique. Après, je l'avais pas initialement fait pour ça, mais ça vous dépasse. Enfin, ça, c'est l'histoire du livre, et dans le livre, il y a une autre histoire. Donc, voilà. Petite histoire dans la grande histoire. Oui, il y a plusieurs niveaux, mais effectivement, on peut tout à fait voir comme... enfin, moi, j'ai vu tout à fait comme un parcours initiatique, donc, de la part d'Alwyn, tout à fait. Et Hilde, dans une moindre mesure aussi, hein, elle fait tout un parcours, tout un cheminement qui l'amène à regarder
autrement les gens qui ne sont pas nobles, autrement Halloween, voilà. Elle s'oppose aussi, alors. Comment? Elle s'oppose. Elle s'oppose. Père aussi, elle fait un parcours à rebours, hein, parce qu'elle est prête à tout laisser, à laisser sa noblesse, à laisser son rang pour suivre Halloween aussi. Hein. Donc il y a tout un cheminement de sa part. Voilà. Oui, si je peux dire quelque chose, c'était grave pour une fille noble de tomber amoureuse d'un non-noble. Elle perdait son titre de noblesse, c'était déchoir. Et alors que l'inverse n'était pas vrai. C'est-à-dire que l'homme anoblissait sa femme, même si elle n'était pas... Donc pour Hilde, c'était extrêmement grave. Donc c'était vraiment un chemin de... c'était pas simple. J'ai vu quelqu'un là-bas. J'ai lu les 3 livres, j'ai été captivée du début à la fin. J'ai lu dans les trois livres et j'ai été captivée du début à la fin et je suis encore en suspens de la suite. Et est-ce que vous avez jamais pensé à l'adapter au cinéma? Parce que je pense que ça serait... Non mais je pense que ça serait une très belle saga. Je sais que ce n'est probablement pas vraiment le sujet des livres, mais à travers vos recherches, est-ce que vous avez pu avoir une idée de l'influence des Wisigoths par rapport aux Romains qui étaient là avant d'une part et aux Francs qui sont arrivés par la suite, à la fois en taille de population, comment dirais-je, en tradition, vraie façon de vivre, façon de gérer la famille, etc. Oui. Oui, bon, pour répondre à la question du cinéma, bon, j'aimerais bien, hein. Je n'aurais rien contre, mais je ne suis pas en position de faire ça, quoi. Et donc, après, pour les Wisigoths, alors, c'est vraiment dommage qu'on ait perdu la mémoire des Wisigoths, parce que c'était parmi les barbares, c'était de loin les plus évolués. Et donc ils ont été parmi les premiers à rentrer en contact avec l'Empire romain et ils ont très vite pactisé, ils ont pris des habitudes de Romains, ils sont devenus instruits et quand ils se sont retrouvés à Toulouse, et en plus c'était des bâtisseurs, donc Rédaé, Toulouse, Carcassonne, c'est eux qui ont été les vrais bâtisseurs. La Dorade, vous verrez le récit dans la Dorade, c'était vraiment comme je le dis dans le livre, c'était une église dorée, recouverte de... qui s'est effondrée en 1800 et quelques, ils ne l'ont pas rebâti à l'identique, c'est vraiment dommage. Il y avait le palais des Wisigoths. Il y a une anecdote à ce sujet, là on ne savait pas où il était, vous savez, dans l'anse du Bazacle, là vous voyez, Toulouse, ça fait une boucle la Garonne, il était là sur le bord, et c'est en 1900, il y a récemment, ils ont voulu bâtir une résidence à ce sujet, à cet endroit, et les bulldozers ont dégagé l'endroit, ils ont trouvé les restes et les fondations, et il y a un avion qui est passé, qui a pris une photo. Et les monuments historiques, le temps que les monuments historiques se décident à bloquer, les bulldozers le lendemain ont tout nettoyé. Donc la seule truc qu'on a, c'est cette photo aérienne du palais des Wisigoths. Donc on sait où il est et comment il était, mais ça tient à une photo. Voilà. Et Toulouse a gaspillé son héritage. Et c'était à l'époque où j'écris, donc ils étaient beaucoup plus évolués que les Francs, qui étaient vraiment des barbares à côté, c'est-à-dire ils avaient des mœurs beaucoup plus barbares au sens de comportement de pays germaniques. Et c'est très logique, enfin ils se sont retrouvés, les Wisigoths, en position de gérer, même sous gouvernement franc, ils se sont retrouvés en position de gérer les endroits où ils étaient toujours.
Donc c'était eux les gestionnaires de Toulouse, etc. Même si ce n'étaient pas eux les vrais décideurs, c'était le comte Guillaume et le roi Charles au-dessus, mais tout ce que je dis dans le livre est vrai. Ils n'ont pas été éliminés. Non, c'était pas une très grande population. On estime que quand ils sont arrivés, ils étaient à peu près entre 100 000 et 150 000. Et quand ils ont envahi, mais ils se sont relativement bien intégrés parce que les Romains, quand des envahisseurs arrivaient comme ça, ils partageaient les domaines souvent. Mais là, les Visigoths se sont taillés de très grands domaines. Autour de Toulouse, là, vous avez les noms qui finissent par ins, Escalquins, Capins, c'est des noms de domaines visigoths. Voilà. Et ils ont beaucoup, ils sont allés en Espagne aussi. Oui. Après, si vous voulez, le royaume wisigoth allait du sud de l'Espagne jusqu'à la Loire. Et la capitale en était Toulouse. Et quand vous rentrez en Toulouse, on ne vous dit pas ici c'était le royaume des Visigoths. C'est bête. Et vous savez pourquoi ça? C'est quand même quelque chose. C'est à cause de l'Église. Parce que les Visigoths étaient ariens. Et alors l'Église catholique s'est alliée à Clovis, qui est devenue catholique par Clotilde, qui était reine lombarde, enfin princesse lombarde, et qui a converti. Et donc le pape a choisi de s'allier aux Francs, plutôt que alors que les Visigoths étaient beaucoup plus puissants. Il faut savoir que quand on vous parle de poids à l'école, on vous apprend ça. Ah oui. Mais c'est une bêtise. C'est Alaric II qui a battu les Arabes devant Toulouse, et sans ça, Charles Martel n'aurait jamais pu les battre à Poitiers. La principale victoire contre les Arabes, c'est Alaric II qui l'a remportée devant Toulouse. Et ça, c'est pas dans les manuels d'histoire. Comme on vous apprend que l'Empire romain s'est terminé à l'an 500, alors que c'est une vraie bêtise. Il a duré 1000 ans de plus à Constantinople. C'était l'Empire des Romains qui a duré jusqu'en 1544 à Constantinople. Mais en Occident, parce que là-bas, ils sont devenus orthodoxes. Alors on ne pouvait pas les voir. Donc voilà, c'est l'Église qui a façonné notre histoire. Et donc si on ne connaît pas l'histoire de l'Église, on ne peut pas connaître notre histoire. Ça n'a pas de sens. J'ai pas lu les livres, mais est-ce qu'à la fin, il le trouve le trésor ou Comment? On vous laisse le plaisir de le découvrir, ou non? Non, ça se tient, ça se finit là, voilà. Je voulais avoir confirmation. Il y a bien eu une cohabitation finalement entre Visigoths, Francs, Oui. Et même avec les Romains. Oui. Ça n'a pas été franchement séparé, ça a été une cohabitation. Non, c'est... attends, si tu veux me donner le micro. Oui, il y a eu... en fait, les Francs n'étaient pas des barbares tout à fait. C'est-à-dire, il y a eu... Charlemagne a été une vraie coupure par rapport aux autres rois qui ont précédé. Il y a eu la période sombre, c'est de l'an 500 jusqu'à Charlemagne. À tel point qu'on a parlé de renaissance carolingienne, parce que sous l'impulsion de gens comme Alcuin, là, dont je parle vraiment beaucoup dans le... Ah non, c'est les suivants, pardon. Vous verrez, c'était un moine anglais qui a vraiment marqué le roi Charlemagne. Et il a voulu que ça ne soit pas un barbare qui fasse des conquêtes et profite, pille, etc. Donc toutes les conquêtes franques, globalement, se sont bien passées, parce que les peuples ils ont été battus, c'était plus eux les chefs, mais il y a eu une bonne intégration. Donc les Visigoths ont été bien intégrés, et les Gallo-Romains pareil. Donc il y avait ici, dans le sud-ouest, selon que vous étiez franc, que vous étiez Visigoth ou Gallo-Romain, vous étiez jugé par des lois différentes. Chacun avait gardé sa loi. Les Visigoths étaient régis par la loi des Visigoths qui a été déposée à Aire-sur-Adour. Là, c'est là que le roi Alaric avait écrit sa loi. Et les Francs, c'était la loi des Francs, et les Gallo-Romains, c'était la loi romaine.
Donc, alors c'était compliqué. Hein. Si vous étiez franc, ici il y avait des Visigoths, des Francs, des Gallo-Romains. Donc ici, vous aurez été de la loi franque, vous Visigoths et vous Gallo-Romains. Et en plus, il y avait la loi ecclésiastique. Donc les pauvres gens, ils devaient obéir à leur seigneur, ils devaient obéir à l'évêque. Et selon qu'ils soient francs, visigoths, je vous dis pas le bazar. Qu'est-ce que, d'après vous, vos lecteurs, qu'est-ce qu'ils trouvent d'original, d'intéressant, de spécifique à cette société visigothique par rapport à des sociétés plus connues du Moyen-Âge ou de la Renaissance, peu importe. Qu'est-ce qui les attire pourquoi ils aiment vos livres? Je pense que j'essaie de leur faire découvrir des gens dont plus personne ne parle et qui ont été importants pour notre lieu. Ici, les Visigoths ont été importants. Ils étaient implantés ici, donc il est très probable que dans ce que nous sommes, nous avons des souches soit gallo-romaines, soit Visigoths, soit franques, soit... Alors au début, les Visigoths avaient interdit les mariages avec des noms visigoths, mais ça n'a pas duré. Hein. Donc à l'époque, après c'est ce que je dis aussi dans les livres, mais ça n'a pas duré. Donc je pense que c'est dommage que Toulouse et notre lieu ait perdu ses racines, parce qu'il y a de quoi en être fier. Et c'était un peuple vraiment de bâtisseurs. Rédaé, Rédaé, ça se trouve à l'endroit où est Rennes-le-Château. Vous avez entendu parler de la Bessonnière et de tout ça, hein. C'était ça. On l'a découvert grâce aux photos aériennes de la PAC, de la politique agricole commune. Vous savez, pour surveiller les paysans, maintenant, ça surveille... Et voilà, avec des lidars et tout, enfin c'est des trucs de guerre, hein, mais on est surveillé grave. Et donc, et là ils ont découvert en photographiant Rennes-le-Château, ils ont découvert une cité, et c'est l'endroit où se trouvait Rédaé, dont on a l'écho que par un récit de l'évêque Théodulphe, dont je parle aussi qui était évêque d'Orléans, qui avait parlé de Rédaé, et tout le monde pensait que c'était perdu. Mais le trésor, alors, il est à Rennes-le-Château, comme ça. C'est pas impossible. Ou alors, il est à Gers maintenant. Carcassonne. Il manque 2 pages au livre, vous savez, à la fin. Non, ceci dit, c'est très paradoxal ce trésor, parce que vraiment il a existé. Là les sources sont sûres, les Romains ils s'en sont rendus compte quand ils ont été pillés, c'est sûr, ils racontaient pas des histoires. Et il est venu à Toulouse, la salle du trésor, on le voit sur le plan, elle est immense. On sait qu'il y a eu des chariots et des chariots de richesses qui ont été transportés, et du jour au lendemain, c'est quand même paradoxal. Et les Francs, ils ont fouillé le puits, ils ont tout ça, tout le monde a cherché, et personne ne trouve. Donc simplement, ce type qui n'est pas laissé d'écrits, alors qu'ils étaient, ces Visigoths qui étaient civilisés, cultivés. Ils en ont laissé. Et oui. Les écrits. Mais qui c'est qui écrivait? C'était les moines catholiques. Ça a été détruit. Ça a été détruit. Hein? Mais non, ils ne voulaient pas. Oui, il y a non. Et puis l'arianisme était combattu par l'Église catholique. Donc les Francs ont gagné. Donc tout ce qui était des récits de moines ariens, ça n'a pas été gardé. C'était considéré comme une hérésie. C'était une hérésie. Oui. Vraiment. C'était écrit sur papyrus ou sur parchemin? On ne sait pas. Parce que le papyrus a... Pardon, merci monsieur. Merci. Les sources qu'on aurait de ces gens-là, ils écrivaient sur parchemin, les moines par la suite, ou sur papyrus qui aurait disparu par rapport à l'humanité, ce genre de choses? Non, c'était le parchemin. Parchemin. Oui, c'est le parchemin à l'époque.
le reste, ce qui reste, c'est parchemin peut-être. Non, il y avait les Arabes avaient le papier, le secret du papier. Oui. Donc on en retrouve à Constantinople, là dans ce que j'écris ensuite, mais c'était très 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 rare. Et donc le parchemin, le papyrus aussi était quasiment abandonné. D'accord. Donc il y avait plus, ça ne se faisait plus. C'était le parchemin. Le problème du parchemin, c'est que c'est facile à falsifier. Voilà. Il suffit de gratter un peu et vous l'effacez. Donc le papier est beaucoup plus sûr. Alors, moi j'aurais une question à poser, finale, s'il n'y a plus de questions là dans l'auditoire. Est-ce que pour vous l'écriture est l'aboutissement d'une vie ? J'ai découvert que la vie, ça recommence tous les jours. Donc, il n'y a pas d'aboutissement. Il faut le reprendre tous les jours. Et donc, le moment présent, c'est l'éternité. C'est le moment qui dure tout le temps. Donc, on est dans ce mouvement-là. Et c'est un élément, l'écriture. Si ça peut servir, ça sert. Si ça ne sert pas, tant pis. Mais ça fait plaisir d'écrire parce que c'est inventer les énigmes, c'est un peu tricky, ça fait plaisir. Mais sur une base historique, déjà l'histoire, c'est une aventure en soi extraordinaire. Et inventer des énigmes sur l'histoire, ça c'est vraiment bien. Voilà, ça me plaît. Voilà. Mais sinon, c'est toujours à refaire. Donc, il n'y a pas d'aboutissement. Pour répondre un peu à la question de Jean-François, j'ai été la première lectrice de vos livres et j'ai été captivée dès la première page. On rentre tout de suite dans l'action. Il n'y a pas... Et sur le dernier, quand j'ai commencé la même chose. On est absorbé et on ne veut plus le quitter. Et enfant ou adolescent, vous aimiez Ivan Noé, les Trois Mousquetaires Jules Verne. Paul Féval. Alexandre Dumas. Non, mais oui, quelque chose. Je suis assez fortement dyslexique. Et donc j'ai du mal à lire. Et je lis peu parce que quand je lis, je réfléchis. C'est une réalité. Donc je réfléchis à ce que je lis. Donc je lis peu, mais quand je lis profondément. Mais j'arrive pas à lire beaucoup de ce fait-là. C'est ma nature. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait voir une neurologue. Je sais pas, vous auriez le temps aussi. Non, mais c'est vrai. Que je ne lis pas beaucoup, mais j'ai eu la chance d'être guidé dans ma vie. Hein, c'est un peu comme mes personnages, et de me laisser guider. Voilà. Donc, je m'en trouve bien. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.